Harry Potter, épisode 6. Bienvenue dans l'épisode 6, où nous poursuivons la visite de nos terres inconscientes. Harry a besoin d'acheter les objets qui lui permettront de suivre l'enseignement de Poudlard. Pour cela, Hagrid l'emmène à Gringotts, la banque de ce monde. Harry apprend que dans ce monde-là, il est très riche. L'argent est souvent un représentant de l'énergie dans les contes et dans les rêves. C'est ce qui permet en effet de faire des choses. C'est ce qui nous donne une puissance d'action. Par le même système compensatoire que nous avons vu avec la célébrité de Harry dans le monde des sorciers, nous pouvons comprendre que toute l'énergie de Harry s'est retrouvée reléguée dans l'inconscient. Chez les Dursley, Harry était privé de tout. Dans l'inconscient se trouvait en dormance, donc dans une banque, toute son énergie. C'est pourquoi c'est si important qu'il aille visiter son inconscient et qu'il puisse aller à Gringotts, parce qu'il va pouvoir ressortir cette énergie d'un endroit où elle était protégée mais inutilisable. Il va pouvoir la remettre en circulation pour apprendre. On découvre à cette occasion Gringotts, la banque des gobelins, et les gobelins eux-mêmes. Les gobelins, ce ne sont pas des figures très sympathiques. Elles ne sont pas vraiment relationnelles ni chaleureuses, mais elles ont la garde de l'argent. Et pour cette raison, elles sont très rigoureuses et rigides. Elles correspondent à des énergies un peu protocolaires qui ont pu protéger l'énergie de Harry. Cela nous enseigne précieusement sur l'énergie. Ce qu'est l'énergie. Heureusement que l'énergie de Harry était mise à l'abri dans son inconscient par ces figures distantes et austères. Elles ont permis de contenir et de protéger ce qui ne pouvait pas être accueilli chez les Dursley. Vous aussi, vous avez peut-être remarqué que votre énergie a besoin d'être protégée par des figures qui ne sont pas relationnelles. Être trop dans l'ouverture face à des gens qui sont envahissants, qui ne respectent pas votre espace d'intimité, se paye toujours d'une déperdition d'énergie. Nous avons besoin de gobelins en nous, de petits êtres discrets, avec de grandes oreilles et un grand nez, qui entendent vraiment ce qui se passe autour de nous et qui ont du nez de l'instinct pour protéger notre énergie vitale. Cela demande de faire le deuil d'une personnalité conciliante et avenante en toute occasion. En bioénergie, on appelle ça la couche rigide, celle qui est capable de dire non, de dire stop, celle qui est capable de faire appliquer un règlement de façon rigoureuse aussi. C'est tout le contraire de Hagrid, qui parle à tort et à travers, quitte à mettre en danger le précieux colis que lui confie Dumbledore. Ensuite, Harry nous emmène chez Ollivander pour s'y équiper de la baguette qui lui convient. Pour devenir sorcier, nous avons besoin de trouver une baguette qui convient à notre personnalité. La baguette, c'est un objet phallique, allongé, qui représente donc une énergie masculine, une énergie d'action. Mais c'est un objet dont la puissance ne réside pas dans la forme. Par sa forme, cet objet se caractérise plutôt par une finesse qui pourrait le rendre vulnérable. La baguette semble être un trait d'union entre nous, notre volonté, et ce qu'on projette à l'extérieur de nous, dans la matière. Elle pourrait donc représenter notre pouvoir d'intention.
notre capacité à matérialiser ce qu'on désire. Ce qu'on a déjà aperçu avec l'épisode du zoo, en fait. Mais à cette époque, Harry n'avait pas de maîtrise du tout. Son intention avait comme débordé. La baguette, elle, contient cette intention. Elle représente donc une certaine maîtrise. Cela va donc faire partie de l'enseignement que va suivre Harry que d'apprendre à canaliser et à contenir son pouvoir d'intention. Ce qu'il veut voir se matérialiser dans sa vie. Nous apprenons que la baguette qui convient à Harry est jumelle de celle de Voldemort, le sorcier qui a anéanti ses parents et qui l'a banni de ce monde jusqu'à présent. Harry est lié de façon intime à Voldemort. Ils partagent une intention commune, un destin commun. Ce qui les lie, c'est une plume de phénix. Le phénix, c'est un oiseau mythologique, imaginaire, qui symbolise la renaissance. Ce destin commun, c'est la quête initiatique qui a touché le monde entier, plusieurs générations, et qui nous parle de l'enjeu de notre époque, de la mutation de notre monde. Pour approcher ce destin commun, nous allons nous intéresser à la figure de Lord Voldemort. Il semble omniprésent en pensée dans ce monde magique. Tout le monde le connaît, mais personne n'ose le nommer. Son nom nous parle de la mort et du vol, que l'on peut entendre de deux façons. Le vol de mort, c'est la mort qui se répand, ou bien c'est la mort qui est volée. Plus tard, nous apprendrons l'obsession de Voldemort d'échapper à la mort, de trouver un chemin vers l'immortalité. Une énergie omniprésente, comme celle de Voldemort, qui saisit le collectif, mais que personne ne nomme, c'est très précisément ce que chez les Jungiens nous nommons un archétype. Un archétype est une énergie collective, un peu comme un égrégore, mais qui a été alimenté des pensées et des vécus de nos ancêtres depuis l'aube de l'humanité. Elle a une force phénoménale, une dynamique propre, mais que personne ne nomme. Elle est insaisissable. Elle nous possède, nous fait agir, implante sa dynamique à l'intérieur de nous. Sa puissance réside justement dans son caractère invisible. Car comment lutter contre quelque chose qui nous saisit et qu'on ne voit pas? Dans une analyse, au cours de la première étape, qui consiste à prendre conscience de sa matrice, nous pouvons peu à peu dégager les archétypes, les forces à l'œuvre dans ce système. Et la deuxième étape est de nommer le ou les archétypes qui se sont penchés sur notre berceau pour marquer de leur empreinte notre existence. Un peu comme la fée Carabosse dans La Belle au bois dormant. Le poids d'un archétype malade sur nos vies pourrait ressembler à une malédiction. Comprendre quels sont les archétypes qui nous saisissent à notre naissance, les nommer, les observer agissant à l'intérieur de nous, est une grande avancée dans un chemin d'éveil. C'est pourquoi il est si important que Harry n'ait pas peur de nommer, de prononcer le nom de Lord Voldemort. En nommant Lord Voldemort, Harry le met à distance. Il s'en différencie. Ici, nous parlons donc d'un archétype qui saisit le collectif et qui menace l'humanité.
l'obsession de Voldemort est complètement en résonance avec une obsession qui saisit notre société, notre époque, qui nous concerne tous. En effet, les avancées technologiques de notre monde ont construit une société urbaine qui vit coupée du rythme de la nature et de tous les cycles de vie, mort, vie qui la composent. Pour nous, occidentaux, la mort signifie la fin de la vie. Mais en Orient, la mort fait partie intégrante de la vie. C'est la naissance qui est à l'opposé de la mort, comme deux étapes de transition, de passage. Et en Occident, au temps des sociétés rurales, nous étions beaucoup plus connectés à toutes les petites morts ou fins de cycle qui composent le processus du vivant, comme l'hiver, la nuit. Aujourd'hui, c'est comme si les cycles n'avaient plus d'impact sur nous. Grâce à l'électricité, au chauffage, au confort moderne, l'impact des saisons est devenu presque imperceptible. Nous sommes tenus d'être toujours dans un rythme de travail égal, toujours productif. Nous pouvons manger de tout, en toute saison. Nous pouvons même vivre la nuit comme en plein jour. Faire nos courses, nous faire livrer. Nous pouvons vivre sans sortir dehors. Nous n'apprenons plus à mourir et renaître à nous-mêmes continuellement. Nous ne sommes plus familiarisés avec l'idée de mort comme quelque chose de naturel, qui est nécessaire à la loi du vivant. Et donc, une société qui s'est coupée de la nature, de ses cycles de vie et de mort, une société qui s'est coupée de la transcendance, qui ne se laisse plus interpeller par une puissance qui la dépasse, va créer logiquement des êtres déracinés, qui ne s'inscrivent plus dans un continuum dont la mort n'est juste qu'une étape, un élément essentiel de la loi du vivant. Coupée de cette notion des cycles, la mort apparaît comme une fin absolue, quelque chose d'intolérable. D'autant plus que ce déracinement, qui nous coupe de la connexion à la Terre, nous prive du sentiment de sécurité, de stabilité, de la gratitude de ce qu'elle nous nourrit, de l'humilité qui vient du mot humus. Nous sommes aussi coupés du ciel, coupés de cette dimension qui nous dépasse et donne un sens à nos vies. Cette coupure isole l'humain dans un état de toute puissance, lui fait croire qu'il est au-dessus de la vie, qu'il a le pouvoir dessus. Et la suite logique, c'est donc de prendre le pouvoir sur la mort. Cette mort, intolérable, on ne la supporte plus. Elle est devenue taboue. On la cache, et on cache ceux qui s'en approchent, les personnes âgées. Mais ce qui se passe quand on ne veut plus voir la mort, c'est qu'elle est partout. Elle est présente dans nos politiques zéro risque, notre quête sanitaire qui vient empiéter sur les libertés les plus fondamentales. Ainsi, les deux façons d'entendre Voldemort prennent sens. L'énergie de mort devient omniprésente et il y a une obsession, celle de voler la mort, de s'en emparer. Les êtres les plus sous l'emprise de cet archétype n'auront de cesse de vouloir tuer la mort, voler la mort, par tous les moyens à leur disposition. C'est l'idéologie que nous appelons transhumanisme, avec le fantasme de l'humain augmenté, le rêve que la technologie peut défier la mort. Par notre mode de vie, nous sommes tous dans les conditions propices à être saisis par cet archétype.
Ce qui est important à comprendre pour l'instant, c'est que la psyché que l'on contemple est sous la menace de cet archétype. Harry est l'énergie de conscience qui s'engage dans un combat spirituel avec cet archétype. Et vous, pouvez-vous contempler à l'intérieur de votre psyché l'action de cet archétype? Y a-t-il une conscience qui s'oppose à sa dynamique mortifère? Quelle forme prend-elle? Ainsi, Harry et Voldemort incarnent pour nous le choix devant lequel nous sommes placés face à cette plume de phénix. Quelle sera la nature de notre renaissance? Quel phénix voulons-nous être? De quelle mort voulons-nous renaître? Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, voie 9 3/4. À bientôt.